Les candidats seront retenus sur la base de la meilleure adéquation entre leur projet, leur motivation, leur parcours et les attentes de la formation demandée. C'est la seule manière juste de procéder. À la rentrée universitaire 2017, 4000 bacheliers sont donc restés en plan, sans affectation, sans même proposition d'accueil dans la moindre fac ou le moindre IUT de France. La faute à l'APB, l'admission post-bac. La machine, comme l'appellent les profs, apparaît alors comme l'outil d'une administration robotisée, livrée à l'implacable brutalité des algorithmes. Pire, le tirage au sort appliqué dans certaines filières a fini par dégoûter les plus sages. La ministre, on vient de l'entendre, a donc promis une réforme en 2018, tout en reconnaissant que la plateforme APB a été un progrès, car l'APB ne fait que dispatcher, ne fait que répartir les demandes des bacheliers, mais en face, c'est bien l'offre qui manque, et particulièrement dans les filières en tension, psycho, sport, sciences de l'éducation, pour ne citer qu'elles. Alors, faut-il sauver le soldat APB? Faut-il le modifier profondément ou simplement mieux l'utiliser? Soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans ce studio, Mathias Bernard, le président de l'Université d'Auvergne. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Le sénateur Jacques-Bernard Magnier, sénateur du Puy-de-Dôme et spécialiste des questions d'éducation et d'orientation. Et puis Clara Chartrain, représentante de la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, et puis vice-présidente de la Fédération des étudiants d'Auvergne. Vous êtes majoritaire localement en Auvergne et aussi nationalement. Vous avez détrôné l'UNEF. Avant de vous entendre, messieurs, dames, première intervention de Maxime Vanhoulendijk pour voir un peu ce qui se passe, qui se dit sur le web et les réseaux sociaux. C'est un sujet qui interpelle vraiment, qui intéresse. Oui, bonjour à tous. Alors, le sujet de l'université revient régulièrement sur le devant de la scène. Malheureusement, c'est souvent pour ces problèmes. Alors, APB, 135 000 places vacantes à prendre. Ça date du 29 septembre dernier, alors même qu'à la rentrée, plus de 4000 bacheliers étaient encore sans affectation. Studirama nous indique qu'il y a de la place dans toutes les filières ou presque, même sélectives, dans le public comme dans le privé. Plus de 9000 places en BTS, près de 200 en DUT, plus de 2500 en prépa, plus de 100 000 en licence. À la lecture des chiffres, on a du mal à comprendre que de nombreux bacheliers n'aient pas pu être inscrits avant. Donc finalement, il y a de quoi accueillir tous les étudiants, mais le problème vient peut-être d'ailleurs. Regardez, 80% des étudiants se trompent dans leur orientation, affirmé en février 2016 DigiSchool, un site de formation en ligne. Alors ce n'est pas un chiffre officiel, mais l'article est intéressant parce qu'il nous explique que ce n'est pas qu'une question d'indécision de la part des jeunes, non. Même ceux qui ont une idée précise du métier qu'ils veulent faire commencent parfois des études qui ne correspondent pas à leurs objectifs. L'article nous dit qu'une étude du ministère de l'Éducation et de la Recherche révélait à l'époque qu'un étudiant sur deux échouait en première année. Maxime, il y a ce problème aussi récurrent, ce sont les conditions d'enseignement dans les universités qui, on dit souvent, ne favorisent pas en fait la réussite. Alors exactement, pas forcément en tout cas. On a un exemple là, université, quand le manque de moyens mine le quotidien, titré le site de l'étudiant en mars 2015, vous allez me dire c'est vieux, mais si vous connaissez des étudiants, vous saurez que ça reste quand même d'actualité. Alors l'article compile plusieurs témoignages édifiants. Je suis déjà bien contente quand ma salle a des tables et des chaises en nombre suffisant, déplore une maître de conférence. La moitié des cours est destinée à régler des problèmes techniques, confie un doctorant. Et puis un enseignant-chercheur se plaint que son travail soit de plus en plus pollué par des tâches annexes d'administration à cause d'un manque de personnel. Bref, les étudiants en font directement les frais, les cours sont moins préparés, les élèves moins suivis. On comprend le taux d'échec. Bon, merci beaucoup Maxime. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, mais avant, on va peut-être entendre Mathias Bernard, parce que là, vous en avez pris pour votre grade. Oui, oui. On peut dire, alors, c'est vrai que ce qui a été dit par Maxime et ce qui est dit par les internautes, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça ne reflète pas toujours la réalité, mais il y a forcément un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Enfin, bon, cela dit, ce qu'il faut bien voir, c'est quand même que les universités françaises, depuis 20 ans, ont quand même réussi à maîtriser, je dirais, la démocratisation quand même très forte de l'enseignement supérieur et du coup l'afflux de jeunes qui jusqu'aux années 90 n'allaient pas à l'université. Donc ce qui se traduit par des effectifs, par exemple sur les sites Clermont-Auvergne. Aujourd'hui, on est à peu près à 35 000 étudiants. Il y a 15 ans, on était plutôt autour de 20 000. Donc du coup, c'est quand même je dirais, une augmentation sans précédent qui du coup, bien sûr, a supposé des évolutions, mais quand même, aujourd'hui, je tiens à dire que les étudiants sont sans doute mieux formés, mieux accompagnés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Un étudiant en première année de licence,
il a 24 heures de cours par semaine. Il y a 20 ans, il en avait 14 ou 15. C'était 14 ou 15. Donc, du coup, alors, voilà, pour qu'on s'entende quand même sur ce problème de l'articulation entre le secondaire et l'arrivée dans le supérieur, quelques chiffres, là, on va voir. En 2016, il y avait 2500 bacheliers qui étaient restés sur le carreau, on va dire. Ils étaient 4000 à la rentrée dernière. Parmi eux, c'est 3650 élèves issus des filières technologiques ou professionnelles, et puis donc 350 élèves issus des filières générales, des lycées, des meilleurs lycées de province ou de Paris. D'ailleurs, ça a peut-être pesé un peu, ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit tout d'un coup que même si ça touchait, on va dire, des filières dites nobles, il y avait un problème là aussi, sénateur ? Oui, certainement. On prend conscience de la difficulté aujourd'hui à accueillir des futurs étudiants dans des formations qu'ils souhaitent, dans des filières qui parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, sont en tension. Il n'empêche que les dispositifs, quels qu'ils soient, tant qu'on n'arrive pas à sélectionner d'une certaine manière ou au moins à orienter mieux que ça n'a été fait jusqu'à maintenant, on voit pas bien comment on peut faire pour que chaque étudiant trouve sa place dans l'université qu'il a choisie. Monsieur Magnier, vous avez employé le mot sélection. Je vous la pose à tous les trois. C'est tabou, ce mot ? Allez, Clara Chartrain. Pour les étudiants, oui, c'est tabou. Pourquoi ? Parce que nous, les bacheliers, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent construire leur avenir. On ne peut pas construire un avenir sur une sélection. Si dès notre entrée universitaire, on ne peut pas choisir notre voie, c'est tout simplement inconcevable. Donc le mot sélection ne doit pas être utilisé, car bien, il est tabou, parce que pour nous, nous devons choisir notre avenir. Mais est-ce que vous entendez qu'à un moment ou à un autre, la sélection doit avoir lieu ? Aujourd'hui, elle a lieu à la fin de la licence, en L3, c'est là que se passe finalement. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de le faire un petit peu avant et de ne pas accepter tout le monde, notamment dans les filières en tension, comme on l'a dit ? Non, absolument pas, parce que je pense que chacun est libre de son choix et chacun a un avenir. Or, cet avenir, si on décide de le sélectionner dès l'entrée universitaire, on sait très bien que ça ne va pas marcher. Les étudiants ne vont pas se sentir bien, vont être dans des filières qu'ils n'ont pas choisies. Et c'est vrai que c'est inconcevable d'avoir une sélection dès l'entrée universitaire. J'ai une remarque d'ailleurs là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous dit que la sélection va éviter à certains lycéens qui n'ont pas le niveau de se retrouver en difficulté puis en échec plus tard. Et ça existait en STAPS par exemple. Donc, finalement, est-ce que c'est pas ça la solution ? Allez-y. Mais je dirais que c'est pas la sélection, justement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui est très intéressant dans la réforme qui est proposée. C'est qu'effectivement, on n'est plus dans le sorte de, je dirais, de dérégulation finalement qui existait jusqu'à présent. Finalement, tout le monde pouvait s'inscrire dans les filières, on va dire, non sélectives, quel que soit leur parcours antérieur. Mais quel que soit finalement leur résultat antérieur. Quel que soit le résultat antérieur, tout à fait. Mais il y a effectivement quand même bien la réaffirmation du droit de tout bachelier à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, avec l'idée effectivement qu'il n'y a pas de sélection, c'est-à-dire qu'on ne dit pas non à un étudiant qui... Mais on dit oui, mais... Mais on peut dire soit oui, soit oui, si. Oui, si. Oui, si. Et dans ce cas-là, mais c'est là où se pose après le problème des moyens. Effectivement, quand on dit oui, si, c'est-à-dire oui, à condition que l'étudiant suive un certain nombre de modules, de remise à niveau, voilà. etc. Et dans ce cas-là, ça veut dire on va y venir dans une deuxième partie, mais je voulais entendre Monsieur Magnier. Vous avez auditionné au Sénat en début de semaine, mardi, Frédérique Vidal, la ministre, qui vous a présenté son projet. Cette réforme, elle vous semble bien fondée ? Elle semble, je crois, répondre mieux que ce que ne donnaient jusqu'à maintenant les façons de sélectionner à l'entrée, entre guillemets, puisque le terme de sélection n'est pas adapté. Quand on fait du tirage au sort, ce n'est pas une sélection. C'en est une, mais c'en est une par l'absurde, par l'arbitraire total. Même si... in fine, il faut bien trouver le moyen de faire que chacun ait une place. Et c'est vrai que la ministre, elle part du principe qui consiste à dire, comme vous l'avez rappelé, chaque étudiant doit pouvoir aller à l'université. Jusqu'à maintenant, on disait chaque étudiant peut aller à l'université de son territoire, en fait, de son académie. Je crois qu'on évolue vers quelque chose qui est, certes, on va donner une place pour chaque étudiant qui le souhaite, mais peut-être pas dans son académie, peut-être pas dans sa proximité. Il faudra peut-être qu'il accepte, l'étudiant, d'élargir l'assiette de l'endroit où il veut aller. La mobilité pose aussi une difficulté, souvent, c'est celle des moyens. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller étudier loin de chez eux. Est-ce que le calendrier présenté vous semble tenable pour cette réforme ? On a annoncé sa mise en place entre le 15 janvier et le 30 mars pour les vœux.
Ce sera très difficile. C'est difficile. Je vais vous dire d'abord pourquoi. Législativement, le travail va se faire à l'Assemblée nationale au mois de décembre, puisque ça va sortir du Conseil des ministres au mois de novembre. C'est le 22 novembre au Conseil Voilà. des ministres que ça doit être. On va avoir le travail au mois de décembre, à moins qu'il n'y ait pas de vacances de Noël pour les parlementaires, mais je crois qu'elles sont déjà prévues. Donc on viendra au Sénat au mois de janvier. Ça signifie, avec la commission mixte paritaire qui pourra avoir lieu ensuite, on n'aura pas de résultat avant la fin du mois de janvier au mieux. Donc ça signifie qu'il faudra aller très vite ensuite pour mettre sur pied. Dans cette nouvelle plateforme, justement, 10 vœux plutôt que 24 préalablement, ça vous semble déjà une simplification intéressante. Et en revanche, il faudra répondre à chacun de ces vœux par oui ou non. Là, il y a du travail en perspective, à la fois dans les lycées et puis aussi pour les facs. Bien sûr, hein, tout à fait, effectivement, puisque je dirais, on passe quand même effectivement d'un système qui était géré par des algorithmes, mais de façon assez impersonnalisée, de façon dépersonnalisée. Ils resteront là, les algorithmes, mais ils feront un gros tri, en fait. Voilà, tout à fait, il y aura un gros tri. Et après, c'est vrai que le système suppose, je dirais, quand même un suivi, je dirais, un traitement quand même individualisé, ce qui, là aussi, laisse un petit peu, enfin, nous laisse un peu perplexe sur la mise en œuvre pour la rentrée 2018, parce que quand même, il y a quand même toute une infrastructure, y compris logicielle, etc., pour la future plateforme à mettre en place. Ensuite, bon, c'est vrai que là, en tout cas, ça, je dirais, le timing me semble effectivement extrêmement serré. Mais sinon, je dirais, le dispositif, me semble, en tout cas, bien mieux prendre en compte que le précédent, en tout cas, je dirais, la diversité aussi des situations et des parcours des étudiants. Cette idée de mise à niveau, etc., vous semble pertinente à la FAGE ? Oui, ça nous semble pertinent. Après, faut pas tomber dans l'abus. C'est-à-dire que faut pas que cette année propédeutique devienne obligatoire. Elle va servir à des étudiants qui en ont besoin. Voilà, s'ils ont besoin d'être orientés dans telle filière et qu'ils ont besoin de cette année en plus, car ça arrive à tout le monde, bien sûr, cette année propédeutique peut être très intéressante. Alors ça veut dire quelque part, Mathias Bernard, qu'il va falloir créer, là encore, des cours, des classes avec des profs, etc., pour faire ces mises à niveau. Et puis sur quelle base programmatique ? Alors ça suppose effectivement non seulement pour mettre en place les modules de remise à niveau, mais même plus globalement pour mettre en place, je dirais des parcours de formation qui sont quand même modularisés, individualisés, quasiment à la carte, puisque on propose éventuellement, lorsqu'il y a une remise à niveau, que la licence soit obtenue en plus de 3 ans, mais éventuellement elle pourrait être obtenue en moins de 3 ans. C'est aussi ce qui donc vraiment pour prendre en compte justement la diversité des rythmes, des conditions de vie de travail, des attendus aussi, des projets des étudiants. Donc c'est vrai que ça suppose en termes d'organisation par les facultés, les universités, je dirais, ça demande quand même un travail assez fin pour vraiment répondre aux attentes que va forcément susciter cette réforme. Et puis, peut-être plus dialoguer également avec les professeurs de terminale, puisque l'avis des conseils de classe sera... ils devront donner un avis, favorable, pas favorable. Là aussi, il va falloir inventer de nouvelles formes de dialogue. Je crois qu'il y a une notion qui est importante, c'est celle de l'orientation. Avec un de mes collègues sénateurs, nous avions fait une mission d'information là-dessus que nous avons rendue en juin 2016. Et une de nos préconisations était justement celle d'améliorer l'orientation vers l'enseignement supérieur. On s'aperçoit que tout au long du cursus de l'élève en lycée, on ne prend pas assez en compte ce vers quoi il s'oriente. Et on sait qu'il va aller passer le bac, un bac parfois S, parfois plus généraliste, mais en définitive, on ne prend pas trop en compte encore quel est le desiderata de l'élève, du lycéen. Alors est-ce que justement ces difficultés, l'origine du mal, on va dire, c'est pas ça justement ce flou, ce déficit d'orientation sur le secondaire ? Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Et je crois qu'on est dans un pays où l'orientation n'a pas été très bien traitée, ni au niveau d'ailleurs du collège pour aller au lycée, ni au niveau du lycée pour aller à l'université. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses à mettre en place, des modules à l'intérieur du lycée. Où est-ce que c'est mieux ? Alors vous dites dans notre pays, c'est comme ça, où est-ce que c'est mieux ? Il y a certains pays qui réussissent certainement mieux que nous dans ce domaine-là. L'orientation, on va pas citer des pays, mais je pense qu'en France, l'orientation n'est pas très bien cadrée. Pourtant, on a des outils pour le faire. On a des conseillers d'orientation, on a une structure dans les lycées, mais je crois qu'on ne les utilise pas assez. On a justement une réflexion de Raphaël là-dessus, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec l'augmentation du nombre de bacheliers. Il dit le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de bacheliers. On devrait peut-être revaloriser les filières autres que le lycée. Il y a tant de formations qui peuvent se faire après le brevet et qui peuvent conduire à des métiers intéressants. Il y aurait alors un rééquilibrage. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire ? Ça en fait partie. Alors avant de poursuivre, je vais vous proposer d'entendre le Premier ministre
Édouard Philippe qui s'exprimait aussi sur cette idée de la sélection qui n'existe pas entre la terminale et le début des études supérieures, mais qui finalement se fait après. On écoute Édouard Philippe. D'abord un chiffre. Seuls 30% des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans. Ils sont 10% de plus à l'obtenir en 4 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au bout de 4 ans, il y a 60% d'échecs à la fin d'une licence. La sélection, donc, elle se fait à partir de la licence. C'est ça. À partir de la première année, on voit des gens qui ont été mal orientés, qui se destinaient à cette filière, mais qui au final n'avaient pas les prérequis, n'avaient pas les attendus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la première année, ils ne sont pas sentis bien dans cette filière. Et du coup, oui, ils se sont petit à petit éloignés. Et donc, ils ont été voués à l'échec. Est-ce qu'on sait ce que deviennent finalement, enfin, en Auvergne, je crois que vous m'avez dit que c'était un petit peu plus haut le niveau de réussite en licence, mais est-ce qu'on sait ce que sont donc ces 60 ou 50% d'étudiants qui ne réussissent pas leur licence? Que deviennent-ils? Il y a effectivement beaucoup, en fait, là-dedans, il y a beaucoup d'abandon dès la première année en fait de licence, puisque là, on a des données statistiques, ce qu'on appelle souvent les décrocheurs, qui parfois d'ailleurs, je dirais, reviennent à d'autres types de formations que les formations universitaires. Mais il faut bien voir, par exemple, que le taux d'abandon, il a été mesuré nationalement. Dès la première année, il y a 60% des étudiants qui viennent des filières, enfin, d'un bac professionnel, par exemple, qui abandonnent dès la première année, alors que ce taux descend à 20% d'abandon pour les étudiants qui sont ici des bacs généraux. Voilà. Donc du coup, on a effectivement bien souvent des réorientations sur d'autres formations plus courtes, par exemple. C'est bien le cas d'erreur d'orientation, en effet. Oui, qui peut se faire après le bac, pas forcément. Pas forcément, voilà, mais qui peut se faire aussi après une première première année de licence, etc. Et c'est vrai que l'une des grandes difficultés, en effet, c'est de pouvoir vraiment proposer la formation qui correspond le mieux à la fois on va dire, au parcours antérieur de l'étudiant, mais aussi à son projet d'études, parce que parfois, et à son projet professionnel, parce que parfois les étudiants se font aussi des idées fausses sur les filières qui leur permettraient d'exercer telle ou telle profession. Sur ça, il n'y a pas une vraie difficulté quand on sait qu'il y a des centaines de professions qui existent, dont on ne connaît même pas l'existence. Est-ce que la fac et les filières proposées dans les facs permettent justement d'accéder à ces professions ? Sans pour autant les connaître, parce qu'il s'agit d'inventer tout le temps. Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, dans la mesure où, je dirais, l'évolution, on va dire, des attentes des jeunes, c'est souvent effectivement de trouver ça vise à rechercher des formations qui correspondent très exactement à des métiers. Donc ça, c'est vrai pour un certain nombre de formations, bien entendu, mais c'est vrai que traditionnellement, l'université forme aussi, de façon assez généraliste, pour développer des compétences transversales qui peuvent être ensuite mises en œuvre dans différents champs professionnels. Moi, j'aime souvent l'exemple, par exemple, de la filière en philosophie, qui ne forme pas que des profs de philo, mais effectivement qui peut former des personnes qui sont ensuite employables, notamment en direction des ressources humaines. On sait que c'est un des débouchés importants, y compris dans les fonctions aussi de chargé clientèle dans le système bancaire ou dans les services. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi parfois bien avoir conscience que pour exercer un certain nombre de métiers, surtout à un assez haut niveau, qui suppose adaptabilité, polyvalence, effectivement, il ne faut pas forcément s'enfermer dans des filières de formation forcément très étroites. Spécifique. Ouais. Je voulais vous entendre, Clara Chartra, également sur ce qui est une spécificité française, les grandes écoles et la faculté. Est-ce que ça, là aussi, qu'il n'y aurait pas des choses un petit peu à changer dans cette réforme? Je pense qu'il y a une nouvelle vision, en fait, à avoir au niveau des facultés, des grandes écoles. Bien entendu, la faculté doit rester accessible à tout le monde, mais c'est vrai que la faculté doit convenir à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tous les parcours universitaires doivent être représentés. Donc, si un lycéen veut aller dans un parcours universitaire, il doit y aller. Après, c'est vrai que les grandes écoles, c'est une spécificité française. Parce que certains disent que dans ces filières sélectives qui sont Sciences Po ou des grands... qu'on les intègre aussi avec possibilité de faire le choix dans l'APB. De dire à l'avance, nous on veut essayer de choisir cette filière, pourquoi elle serait sélective et pas les autres. Ça existe, ça a été proposé par notamment un recteur qui disait faisons rentrer Sciences Po dans l'APB comme un choix comme un autre. Ça vous paraît très pertinent, ça, ou pas? Ou pas applicable?
C'est un peu compliqué parce que pour faire Sciences Po, c'est une détermination qui ne se fait pas facilement quand on est encore au lycée. Donc, ce qui veut dire qu'on accepte le fait qu'il y a des endroits d'excellence où il y a de la sélection, et puis la fac. Mais qui peut être aussi un endroit d'excellence. Qui peut être un endroit d'excellence, mais qui n'est pas un endroit de sélection. Voilà. Donc il faut accepter cette idée aussi qu'on peut être dans l'excellence sans sélection. Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que le tronc commun, ce qu'il faut bien voir, c'est que le tronc commun de connaissances, de culture et de compétences s'acquiert et va de plus en plus loin aujourd'hui. Il y a quelques dizaines d'années, on arrêtait l'école au brevet. Aujourd'hui, la plupart des élèves vont jusqu'au bac. C'était la volonté d'ailleurs politique dans ce pays. Et on s'aperçoit bien, et vous venez de le dire tout à l'heure, que c'est la licence aujourd'hui qui devient la plus généraliste. C'est à partir de ce moment-là. Donc on voit bien la nécessité de l'orientation. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les problèmes de l'apprentissage et des métiers qui, eux, n'ont pas besoin de l'université. Alors ceux-là, où est-ce qu'ils trouvent leur place? Et souvent, malheureusement, ce sont des voies qui résultent d'échecs d'élèves qui n'ont pas pu... On pourrait faire une autre émission sur la question de l'apprentissage. Mais ça existe aussi. Sur les solutions proposées sur cette réforme de l'APB, on l'a vu, donc ça semble aller dans le bon sens quand même, d'après vous. Mais vous craignez, pour synthétiser, que ce ne soit pas possible à faire dans les temps. Disons qu'il y a quand même une vraie complexité de mise en œuvre si on veut faire les choses effectivement correctement et conformément aux attentes. Absolument. Mais je pense en effet que, en gros, les directions qui ont été prises par la ministre vont plutôt dans le bon sens. Et acceptées également par le syndicat majoritaire des étudiants. C'est ça. En fait, on salue cette réforme. Après, il y a quelques points de vigilance sur lesquels, on doit... Donnez-nous-les, s'il vous plaît. Notamment les prérequis. Voilà. On sait que les prérequis vont être décidés au niveau national, puis être spécifiés au niveau local. On veut savoir qu'est-ce qu'il va y avoir, en fait, dans ces prérequis, à quoi ça va correspondre. Pour l'instant, on est dans le flou. Et c'est vrai qu'on voudrait bien savoir, avant la rentrée 2018... sur quoi les lycéens vont pouvoir s'orienter, en fait. Ce flou-là, vous l'avez vu aussi. Oui, et puis ces prérequis, par exemple, un ancien lycéen Bac Pro aura des difficultés à satisfaire aux prérequis. Donc c'est une forme de sélection, déjà. On parlait tout à l'heure de sélection. C'est un mot qui est tabou. Est-ce qu'on ne tourne pas sans arrêt autour du pot avec ces idées, quand même, parce qu'à un moment, il faut bien... Non ? Vous avez fait vous faites des études de médecine. Vous avez accepté le principe d'être inscrite, mais ensuite d'être très rapidement sélectionnée, puisque c'est dès la première année. Après, médecine, c'est vrai que c'est assez spécifique, parce qu'on a un besoin en médecins spécifiques en France, d'où le concours de la PACES, la première année commune aux études de santé. Je pense que dans cette réforme, le plus important, c'est vraiment le dernier mot bachelier et l'orientation. Voilà, le bachelier doit décider d'où est-ce qu'il veut faire ses études. Là, il aura 10 choix à faire, ce qui est déjà énorme, en fait, quand même. Ça va donner du travail au conseil de classe au lycée. Bon, on va avoir beaucoup de et du coup, ce qui est important aussi, c'est que ces 10 choix soient faits quand même en connaissance de cause, donc avec un gros travail en amont. Et c'est aussi un des aspects quand même intéressants, justement, du projet de loi et du dispositif. C'est quand même tout ce qui va permettre de sensibiliser, justement, les futurs étudiants à la réalité de leurs études. Il y a des semaines d'immersion qui sont prévues, etc. Enfin, il y a un renforcement du lien, on va dire, secondaire, supérieur, qui doit leur permettre de faire des choix parfois plus réalistes aussi. Maxime. Oui, il y a Sophie qui rebondit un peu sur cette histoire de sélection. Finalement, la sélection qui se cache et parfois, elle met un peu plus de temps qu'être à juste l'entrée de la filière. Elle dit « C'est honteux, ma belle-fille ne peut pas faire sa dernière année de psychologie alors qu'elle a validé son Master 1 ». Finalement, elle n'a pas eu de sélection à l'entrée, mais après, pour la fin de ses études, elle parce que les bons masters, ils sont sélectifs. C'est vrai. C'est vrai. Donc on tourne toujours, la sélection elle existe, sauf qu'elle est à divers endroits en fait. On déplace le tronc commun de connaissances et de compétences des étudiants en fait. C'est pas plus mal parce que pour le niveau général en France, pour les jeunes, pour les étudiants, c'est très bien. Sauf qu'ensuite pour le débouché professionnel, c'est un peu plus compliqué. On rentre dans la carrière un peu plus tard et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de formations qui restent sans étudiants, 135 000 je crois. Oui, et il y a beaucoup énorme. de métiers. Donc du coup ça veut dire qu'elles ont été peut-être trop précises et à ce moment-là si on voit qu'il n'y a pas l'offre d'emploi à côté, on ne choisit pas cette formation. Tout à fait. Alors que 10 ans avant, il y en avait besoin. Et combien de métiers aujourd'hui qui restent sans personne pour les réaliser parce qu'on n'a personne qui veut travailler dans ces... Il faudrait qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie pour les parents de lycéens en terminale qui nous regardent. 10 choix, c'est énorme. Par contre, on répondra, l'administration va être obligée de répondre à chacun de ces choix. Oui. Et ensuite, comment ça se passera précisément ? Chaque fois qu'il y a un choix, oui, c'est ça, et qu'il y en a un deuxième, l'élève devra en supprimer un. Garder toujours un oui jusqu'à ce que ces 10 choix soient éclusés. C'est ça Donc ça sera plutôt progressif, ça. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir... avant, on avait le oui, mais, c'est-à-dire qu'on avait un classement des vœux, ce qui n'existe plus dans la réforme. Il n'y a plus de classement. Par contre, c'est vrai que le oui, mais nous permettait d'attendre, en fait. Si on voulait...
un établissement qui était plus haut au niveau de notre liste, on pouvait attendre. Là, c'est vrai qu'avec ce oui, on aura déjà une décision de l'établissement. Et ce qui est important aussi, je pense que la plateforme tourne en continu. Avant, il y avait cette histoire de phase, c'est-à-dire que la première phase, on savait si on était pris, on devait attendre la deuxième. Maintenant, on saura assez tôt si les établissements coopèrent assez facilement, d'où est-ce qu'on va pouvoir aller. Monsieur Magnier, il n'y aura pas 4000 bacheliers sur le carreau à la rentrée 2018 ? Moi, je l'espère, parce que c'est une situation inacceptable pour des jeunes qui cherchent à rentrer dans la carrière. Mais comme cela a été dit tout à l'heure, comme le dit le président de l'université, moi, ça me paraît difficile de mettre en place dans des conditions satisfaisantes à la rentrée 2018. Je pense que le débat législatif va avoir lieu, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, et on va attirer quand même l'attention de la ministre et puis du président de la République sur la volonté, certes, mais ensuite sur la réalisation. Très brièvement, la fac de Clermont sera prête, la fac d'Auvergne sera prête pour les mises à niveau et tout ce qui s'ensuit. Bon, on y travaille. On y travaille. Voilà, on avait déjà anticipé, parce qu'on avait déjà d'ailleurs des années de remise en niveau, par exemple, pour les étudiants qui voulaient suivre des études scientifiques et qui n'étaient pas titulaires d'un bac scientifique. Donc on va élargir les dispositifs. On y travaille dès à présent quand même pour anticiper. Merci à tous les trois. Merci Maxime d'avoir participé à cette émission. Et puis merci à Jean Forneris et aux équipes techniques qui m'ont préparé réaliser ce DEP. Et puis, la semaine prochaine, c'est une émission sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec autour de la Convention de la République En Marche et de la France Insoumise. Très bel après-midi à toutes et à tous, et à bientôt.